ce que je voulais vous présenter en fait aujourd'hui, c'est un petit peu l'approche, je crois, qu'on va tous devoir prendre dans les prochaines années au niveau SecDevOps, au niveau sécurité infonuagique et un petit peu par la bande comment SentinelOne voit la solution, le marché. Donc pour ceux qui ne le savent pas, SentinelOne est une solution, une plateforme qui permet de sécuriser tous les endpoints, donc qu'ils soient on-premises, donc des laptops, des serveurs, des containers Kubernetes, ou même qu'ils soient dans un cloud Azure, Google, AWS. Donc on est vraiment vendor agnostique. On permet d'avoir une visibilité complète au niveau des attaques, au niveau des incidents qui pourraient arriver. C'est dans un mode aussi très attackers mindset. Donc, on a à l'interne des hackers, des gens de red teaming qui font des pen tests, qui permettent un peu de voir disons qu'on surveille le dark web pour voir quelles sont les tendances qui vont sortir dans le futur. Et comme tous les joueurs dans le marché, mais c'est ce qu'on fait depuis plusieurs années, un gros focus sur tout ce qui est AI, tout ce qui est AI, soit pour la détection de malware côté poste de travail, côté serveur, mais aussi AI pour de la corrélation de données supportée par un Data Lake, donc un AI SIM aussi qui est disponible à même la plateforme. Si je rentre un petit peu plus dans l'histoire et qu'on regarde un petit peu SentinelOne, ce qui s'est passé dans la dernière année, ce que notre Nemesis a dit, on ne peut pas passer des heures de développement pour faire un update, c'est pas possible, ça prend trop de temps. On est dans une situation où un update produit quand même des bons résultats. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'est trompé, on a fait une erreur, mais on va changer notre processus pour plus que ça arrive. Ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant avec ça, c'est que c'est les mêmes enjeux que tout le monde a. Donc, nous, de notre côté, au niveau de la F1, donc SentinelOne est sponsor de F1 avec Aston Martin. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit avec eux, ce qu'on voit nous autres de notre côté TI, c'est exactement la même problématique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, l'été dernier, Williams s'est fait disqualifier d'une course pour avoir, grosso modo, pas respecté le règlement, donc une technicalité. Et ça, vraiment, ce que ça m'a rappelé, c'est le concept en TI, là, on développe, les gens développeurs, même DevOps, vont faire tout leur cycle de développement. On arrive au jour J, au déploiement en production, puis finalement, on a oublié d'activer le SSL, le certificat est expiré. Un petit détail de compliance qui fait que soit il y a un go, on le publie, puis là, on est pris à essayer de dealer avec un projet qui a été livré, puis nous, en sécurité, il faut comme repatcher par la bande, fait qu'une fenêtre de vulnérabilité. Ou encore, côté sécurité, on est un peu les bad guys, puis on est obligé d'enlever l'application, faire un rollback parce qu'elle n'est pas conforme en bout de ligne. Puis ça, c'est plate à dire, mais en bout de ligne, c'est un enjeu de process, c'est un enjeu d'intégration de différentes équipes. C'est quand même surprenant, autant dans la F1 qu'en TI, on a autant de données sur tout ce qui se passe sur notre réseau, les postes de travail, les accès physiques, les caméras, mais c'est toutes des données faites en silo. Puis il n'y a aucune plateforme actuellement dans l'industrie qui va consolider, qui va analyser les données de façon globale, de façon sommaire. Donc, on se retrouve avec un paquet de données individuelles. C'est super pour chaque équipe, mais côté hacker, côté incident, eux ne fonctionnent pas en silo. Ils fonctionnent vraiment de façon unifiée. Ils vont faire une attaque sur le cloud. L'information qu'ils vont obtenir, ils vont l'utiliser pour faire une attaque sur un serveur physique. Puis après ça, s'ils ont besoin, ils vont faire une attaque vraiment on-premises. Ils vont se rendre dans les bureaux, rentrer avec ouvrir la porte, rentrer dans vos bureaux pour aller chercher des données supplémentaires. Donc, c'est coordonné. Nous, de notre côté, on essaie de protéger l'entreprise en fonctionnant dans des silos parce qu'on a besoin d'expertise très spécifique, mais on se bat contre des gens qui ne fonctionnent pas en silo, qui voient l'entreprise ou l'organisation dans son ensemble, puis qui vont utiliser un paquet de petites vulnérabilités pour rentrer. Donc, vous vous retrouvez avec un cycle de développement qui est, je suis un petit peu cynique, mais CI/CD, Constant Integration, Constant Disappointment. Parce qu'on arrive, on déploie, on prépare tout, puis à chaque fois qu'on arrive dans le déploiement, oups, on est out of compliance. On a des entreprises, des clients en Europe, les développeurs n'étaient pas éduqués sur du GDPR, ça donne finalement qu'on est en brèche, il y a des données sensibles qui ne respectent pas GDPR parce qu'il y a un élément dans le stack qui ne respecte pas GDPR. Il y a un firewall qui envoie des logs aux États-Unis
Là, on se retrouve en brèche côté compliance. On se retrouve en brèche avec la loi 25 par la bande. Un autre élément aux États-Unis. Donc, on se retrouve avec un paquet, dans le fond, d'enjeux qui ne devraient pas avoir lieu. Puis, grosso modo, c'est vraiment juste de la communication. C'est vraiment juste différentes équipes qui veulent leurs produits, qui voient les gens de sécurité souvent comme des bad guys. Il y a comme un step. Ce qu'on essaie de régler, c'est comment on fait pour travailler mieux ensemble avec une approche SecDevOps ou DevSecOps. Un petit peu, le meilleur exemple, je pense que je peux penser, c'est Tesla au niveau des voitures. Donc, si vous avez déjà regardé il y a quelques années le concept, comment ils bâtissaient une voiture, c'est les wipers, là, tous les éléments de la voiture étaient tout indépendants, ne se parlaient pas, faisaient leur petit travail. Puis s'il y avait des intégrations à faire, c'était très, très, très compliqué. Ce que Tesla a révolutionné, c'est vraiment d'arriver avec un ordinateur, un engin centralisé, une plateforme. Ça n'empêche pas que tous les petits modules de pression de pneus, etc., sont indépendants, mais se ramènent tous à une plateforme centralisée, connectée par SaaS, pour consolider, pour obtenir les données avec du AI après ça pour faire l'apprentissage. On sait que ce qui se passe, c'est que les hackers, les threat actors targetent énormément le cloud. Donc, de plus en plus de brèches dans le cloud. Évidemment, la raison qu'il y a de plus en plus de brèches dans le cloud, c'est aussi que tout le monde s'en va cloud. Puis qu'il y a comme un peu un enjeu de est-ce qu'on fait un lift and shift? Est-ce qu'on fait un redesign complet? Puis les attaques deviennent de plus en plus sophistiquées. Donc, encore une fois, le concept de multi-cloud, d'automatisation aussi, parce que côté DevOps, SecDevOps, on automatise. Côté hacker, ils automatisent, ils font du AI pour l'apprentissage, ils testent leurs attaques en mode CI/CD et ils fonctionnent de façon très, très, très intégrée. Donc, vous vous retrouvez encore avec le côté là, interne. Les gens s'adaptent à la vitesse humaine. Donc, il y a 20 ans, ce qu'on disait souvent, c'est que c'était les connaissances de la personne côté TI qui étaient importants. Donc, j'apprenais, j'avais le CCIE, j'avais la certification, j'étais le meilleur en Cisco, j'étais le meilleur en Palo Alto, en pare-feu. Je pense qu'on se retrouve maintenant dans le monde SecDevOps avec, c'est plus tant les compétences qui sont importantes, mais comment vite que je peux m'adapter aux changements dans l'industrie, dans le domaine. Donc, l'apprentissage que je peux faire est limité. Le concept de domaine specific knowledge en DevOps, là, je ne peux pas être un expert en pare-feu, un expert en cloud, un expert en application. Donc, comment que je fais pour simplifier, pour devenir plus un expert dans l'orchestration, dans la visibilité, dans la visibilité globale au niveau des menaces qu'on peut avoir côté externe, même côté interne. Donc, un exemple d'un client, nous, de notre côté, qu'on a vu, c'est au niveau station-service. On a un client qui essayait de solutionner la problématique de les gens vont dans la station-service, prennent de l'essence, puis partent sans payer. Et ils ont déjà tous les systèmes en place pour gérer ça. Donc, ils ont des caméras qui vont prendre les numéros de plaque. Ils savent combien de litres est transféré à chaque fois. Puis, ils savent évidemment toutes les transactions financières. Encore une fois, 3 silos, 3 équipes qui ne se parlaient pas. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de tout emmener les données sur notre plateforme. Donc, côté AI SIM, le Data Lake, on n'a aucun problème à gérer des térabytes de données. Elles sont ensuite standardisées. Et ils ont été capables de bâtir, dans le fond, un pipeline côté plus prosecution, donc côté plus gestion d'un incident, quelqu'un passe sans payer. Donc, prendre les 3 données puis voir la personne prend de l'essence, est-ce qu'elle a payé? Si oui, elle a payé, tout le behavior est correct, pas de problème. Si elle n'a pas payé, après, aller corréler, est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'il y a suffisamment de confiance que c'était vraiment cette plaque-là? Puis automatiser après ça l'ouverture, grosso modo, de billets pour traiter le fait que c'est quelqu'un qui a volé de l'essence. Puis peut-être aussi valider, là, ça fait combien de fois qu'elle vole de l'essence? La personne fait peut-être 20 stations-service dans la journée à remplir des tanks d'essence puis à voler. Fait que cette personne-là est peut-être très, très, très critique versus un peu du noise peut-être volumétrique comme un port scan dans le monde des TI. Donc ça a été fait avec Purple AI de notre côté, qui est une plateforme de AI, un Large Language Model, qui est focusée seulement sur la sécurité. Parce qu'on sait que malheureusement dans l'industrie, on a eu un peu un engouement vers tout ce qui est ChatGPT, tout ce qui est Copilot de Microsoft. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a énormément d'entreprises et d'organisations qui se sont un peu plantées
en bon français avec la partie compliance. Donc, ces AI-là apprenaient des données, où est entreposé, comment les données étaient utilisées, c'était un petit peu vague. Donc, il y a 1 an et demi, SentinelOne a sorti la plateforme Purple, qui est focusée que sur les TI, que sur la sécurité. Le but, c'est vraiment juste d'avoir un large language model pour que je puisse poser des questions, créer des règles et demander montre-moi le trafic inhabituel qui vient de l'extérieur du Canada. Puis que je ne me retrouve pas inhabituel, ça veut dire, grosso modo, j'en ai toujours des attaques de la Chine, j'ai toujours du garbage qui vient de la Chine, qui vient de la Russie. Ce que je veux vraiment trouver côté SecDevOps, côté vision globale, c'est la petite anomalie, peut-être finalement qui vient de New York, parce qu'ils ont un proxy, parce que c'est quelqu'un de local à New York qui m'attaque, pas le noise qu'il y a sur Internet qui est commune. C'est peut-être de trouver l'employé qui d'habitude est toujours à Montréal quand il se connecte, quand il rentre dans les bureaux, mais tout d'un coup, il y a un Impossible Traveler, il se connecte, il rentre dans le bureau de San Francisco, puis ça fait pas de sens qu'il parte de Montréal le matin, puis que 3 heures plus tard, il est déjà à San Francisco à faire son check-in physique. Donc, quand on parle vraiment en silo, c'est aussi la sécurité physique, c'est la sécurité cloud, c'est la sécurité on-premises. Donc, c'est vraiment le but de tout centraliser. 3 causes classiques, là, si je vais vraiment juste sur le cloud, c'est toutes des erreurs humaines. Je pense qu'il y a 5-10 ans, on apprenait tous avec le cloud. La vision, c'était de garder ça très, très simple. On s'était dit, le cloud, ça va être agile, ça va être super. On arrive dans le cloud. Les cloud providers étaient très, très intelligents, des bonnes intentions. On va mettre les buckets S3 publics par défaut. Les gens savent qu'il faut qu'ils les sécurisent. Les clés SSH, on va laisser les gens décider. Les mots de passe par défaut, c'est correct. Les gens sont capables de gérer leur pare-feu, etc. Je pense qu'on l'a tous vu, là, les clouds, à chaque mois, puis encore maintenant, ils le font souvent, vont changer les valeurs par défaut parce que malheureusement, il y a toujours des petites erreurs. Puis dans un contexte cloud, les erreurs vont être exploitées extrêmement rapidement, soit pour du Bitcoin ou encore carrément juste pour aller chercher des données exploitées. Donc, il y a un enjeu, faire de l'auditing de qu'est-ce qu'on a déjà envoyé dans le cloud. Donc, on est idéalement toujours en prévention. Donc, comment j'utilise le AI, comment j'utilise mon outil grosso modo, de CNAPP, d'auditing agentless de mon cloud, pour aller chercher ces problèmes de configuration-là, chercher des rapports sur quelle équipe travaille mieux, moins bien, puis il y a aussi un enjeu des fois de gamify, côté sécurité. Souvent, quand on sort des rapports avec quelle équipe DevOps est le plus sécuritaire, etc., c'est un bel incitatif quand on le voit sur le tableau, là, qui a tendance à faire des misconfigurations, qui a tendance à être plus efficace à ce niveau-là. Ensuite, il y a toujours la nature humaine de faire l'erreur. On est dans un contexte où tout le monde maintenant utilise des code repositories à la GitHub, GitLab, Azure DevOps. Et là, ça prend juste une erreur, une fois d'un développeur qui oublie d'enlever sa clé d'API parce qu'il testait, fait un code commit. La clé d'API, le credential, la donnée sensible se retrouve sur GitHub. Et là, malheureusement, une fois qu'elle est là, il est trop tard. GitHub va garder l'historique, puis même si on arriverait à l'enlever, il y a des scanners qui passent leur journée longue à attendre le 3 secondes que ma clé d'API a été dans GitHub. Ils sont wise, ils vont aller rajouter des credentials cachés en arrière. Fait que même quand elle va être révoquée, ils ont déjà leur backdoor pour rentrer. Fait que là, comment que je fais? Pour prévenir. Tout de suite, mon code repo, il y a une clé qui a été exposée. On l'a à même notre outil CNAPP pour détecter ces choses-là. Puis ensuite, justement, détecter les anomalies il y a quelqu'un qui commence à rajouter des clés par la suite. Il y a eu un backdoor de créer. Qu'est-ce qui a été impacté? Et finalement, ce qu'on voit beaucoup, c'est le classique qu'on avait aussi côté on-prem, côté centre de données. Donc, des assets qui ne sont pas sécurisés dans le cloud. Des trucs qui n'ont pas de pare-feu, qui n'ont pas été mis à jour. Donc, vraiment du software management, là. Les gens DevOps vont être souvent très, très bons pour corriger des bugs, mais ensuite vont avoir une problématique au niveau de est-ce que j'ai Log4j qui est impacté par Apache, mais j'ai un pare-feu, un WAF en avant. Donc là, je me retrouve avec des centaines de vulnérabilités. Donc, à même notre solution, on a le concept d'agentless de voir Apache vulnérable par Log4j, mais il y a un pare-feu en avant. Donc, on a un engin de test d'intrusion, de grosso modo de pen test, quote unquote, à même l'agent pour que dans le cycle CI/CD, on soit capable de tester avant le déploiement, en QA, en dev, est-ce que l'application est vulnérable à Log4j? Est-ce qu'elle est vulnérable à la nouvelle vulnérabilité 0D qui est sortie? Ce qui est le fun pour l'équipe DevOps, c'est
il y a quelques mois, quelques temps, elles étaient toujours après coup. Donc, ils publient, l'équipe Red Team arrive ou à la limite dans les tests, l'équipe de sécurité leur revient, ben voici, tu as 10 choses à corriger. Et là, c'est toujours la bataille de l'équipe sécurité qui ne veut pas trop froisser des gens qui ont des bonnes intentions versus les développeurs qui essaient de livrer leurs applications. On permet vraiment aux développeurs d'avoir leurs outils, leurs accès pour voir, grosso modo, un score. Là. Combien bons qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils doivent corriger pour qu'ils puissent le faire le plus tôt possible dans le processus. Donc, d'arriver avec un concept là, de code to cloud très, très, très sécurisé dans tout le cycle, autant en QA en test. De donner aussi de la visibilité. Donc, si vous êtes en sécurité, vous avez probablement vu souvent l'enjeu de vous voulez les données des gens DevOps, du cloud. Les gens DevOps veulent protéger leurs données parce que c'est à eux, encore une fois, le concept de silo. L'équipe DevOps a leurs données, leurs logs. L'équipe sécurité a leurs données, leurs logs. Personne ne veut se les partager. Donc, là, côté sécurité, comment que je fais pour qu'ils acceptent de me donner les logs, qu'ils acceptent de m'envoyer les données? Puis là, on va aller souvent avec un concept de win-win, d'échange un peu de données. Donc, on centralise sur SentinelOne. L'équipe sécurité peut faire son travail de sécurité, mais l'équipe DevOps va être capable d'utiliser l'engin Purple pour aller voir des anomalies au niveau de la latence. Donc, il y a un enjeu de performance. L'équipe DevOps va pouvoir aller interroger Purple et voir est-ce que je m'améliore en latence? Est-ce que je suis moins bon? Quel serveur est plus lent? Qu'est-ce qui cause la problématique? Donc, autant côté sécurité que côté DevOps, ça devient très, très, très intéressant. On tombe plus dans un mindset de hacker, de pentester, de red teaming dans le CI/CD, donc avec des vrais tests, puis juste la théorie de, en théorie, tu es vulnérable, mais vraiment, on l'a testé et tu l'es vraiment. Concept aussi de workflow. Donc, est-ce que j'ai besoin d'ouvrir un billet? Comment je l'intègre côté API pour que tout soit automatisé le plus possible? Et ensuite, grosso modo, là, si je reviens à mon exemple Tesla, c'est comment que je fais pour passer d'une vitesse humaine. Donc, les développeurs ont déployé une nouvelle version de l'application. On attend 3 semaines pour que l'équipe sécurité fasse leurs tests, leurs audits, etc. À l'application est prête à être testée et il y a un paquet de tests automatiques qui va être fait tout de suite pour tout de suite me donner un score. Donc, si je reviens vraiment à notre vision, le AI-powered CNAPP, c'est 3 aspects. Une sécurité native côté cloud agentless, donc c'est ce qu'on entend partout, vraiment d'être capable de se connecter directement à l'API, AWS, Azure, Kubernetes, aller chercher les configurations, les enjeux de sécurité. Ensuite, j'ai quand même besoin d'un agent sur certains serveurs, certains endpoints, pour si jamais il y a vraiment une brèche. Donc, j'ai essayé de sécuriser, mais il y a une brèche quand même, le malware rentre. Comment que je fais pour le bloquer? Comment que je fais pour faire un rollback au besoin? Détecter un changement sur des containers qui devraient être immutable. Donc, dans un concept de CI/CD, normalement, rendu en prod, le conteneur, le pod ne devrait jamais changer. S'il change, c'est nécessairement qu'il y a eu, normalement, soit un processus qui n'a pas été respecté ou souvent une brèche. Donc, d'avoir un agent qui est capable de nettoyer les pods pour que Kubernetes puisse faire son travail et les repartir clean en bon état. Et le dernier aspect aussi, c'est tout ce qui est les buckets S3, tout ce qui est mes données maintenant qui sont rendues dans le cloud, puis que je vais vouloir aussi scanner, sécuriser pour m'assurer que tout ce qui est dans le cloud, pas de malware, il n'y a pas d'enjeu d'exfiltration de données aussi. Donc, comment que je fais pour ramasser la partie log, puis voir la personne qui copie des fichiers de photos de famille sur sa clé USB versus la personne qui, tout d'un coup, un vendredi soir, se met à copier des centaines de fichiers avec des données sensibles. Donc là, on rentre dans du GDPR, on rentre dans la loi 25, plus dans des modèles de behavior, de comportement qui ne sont pas habituels. Finalement, plus côté action, next step, là, on a tous ces produits-là. Quel next step à prendre? Je pense que malheureusement, ça revient beaucoup, beaucoup au classique dans l'industrie. Coopérer entre les silos. Les hackers le font déjà, eux autres coopèrent très, très bien sur le dark web quand il y a des vulnérabilités, quand il y a des attaques qui sont très, très, très rodées dans leur cycle CI/CD. Au niveau du développement des outils comme Lockbit, développement des attaques, on n'a pas le choix de faire pareil. C'est fini l'époque où il fallait se dire, bien, l'équipe cloud, l'équipe sécurité, puis maintenant, mettons, il faut être honnête, on est rendu aussi dans un mode où l'équipe Red Team, l'équipe sécurité X, l'équipe sécurité serveur, l'équipe sécurité physique, c'est toutes des équipes différentes qui ne veulent pas se parler.
malheureusement, on est rendu à une époque où les hackers fonctionnent de façon unifiée sur des plateformes unifiées. On n'aura pas le choix de faire pareil. Donc, d'utiliser notre connaissance, peut-être plus de partage, de collaboration, faire des équipes multidisciplinaires, des espèces d'overlay à même l'entreprise qui comprennent un petit peu tout, des bons généralistes finalement, des gens qui peuvent s'adapter, qui peuvent utiliser l'AI pour sortir des rapports, les bons rapports, les partager, éduquer. Puis essayer un peu de suivre. Les hackers ont suivi beaucoup ce que nous, on faisait côté cybersécurité, en utilisant du AI, en utilisant du CI/CD. Je pense peut-être là, ce coup-ci, c'est peut-être d'inverser la tendance. On devrait peut-être apprendre un peu de ce que les hackers font, puis plus de collaboration, plus d'échange d'informations, parce que eux, c'est ce qu'ils font sur le dark web. Je pense qu'on a encore quelques minutes. Si vous avez des questions, commentaires. Oups. Je vais juste parler. Ah bon, OK, parfait. Parfait. En tant que développeur qui ne connaît pas les détails de la GDPR, de la loi 25 et de tout, une des choses que j'ai remarqué qui marche très bien, c'est souvent personnellement, je suis un développeur, je suis vendu whatever as code. Est-ce que ça existe, par exemple, des systèmes governance as code qui permet de mettre d'en face des systèmes que je connais même pas et de me les expliquer? Oui, c'est exactement ce que je vous montre à l'écran. Le concept dans notre solution CNAPP, bon, j'ai déjà pré-mâché, pré-bâti un paquet de sécurité. Là. GDPR, par exemple, qu'on en a parlé. Je peux créer mes propres standards de sécurité. Donc, chaque entreprise, parfois, a une petite saveur. Nous, on ne veut pas de données dans tel endroit. Nous, on veut telle chose, nos standards de sécurité. Et là, c'est grosso modo ce que ça permet de faire. Donc, ton environnement comme développeur, CI/CD, tes différents environnements de test, tu vas pouvoir avoir ton score 96 %. Ça ne te dit pas grand-chose, toi, côté développeur, mais tu es capable d'aller faire un drill down puis d'aller voir, par exemple, là, c'est l'article 30, Records of Processing Activities. Parce que je suis le premier à dire, le GDPR, j'ai pas le goût de me taper les centaines de pages écrits, on va s'entendre là, par des avocats, des politiciens, c'est extrêmement lourd. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment d'y aller d'un point de vue, là, article 30, et après ça, technique, là. Fait que, tu sais, de ton côté développeur, probablement que AWS CloudTrail Event not integrated with CloudWatch, ça dit déjà quelque chose. Mettons que je ne suis pas vraiment certain, mais je sais que ça fail. Je vois que c'est quand même très, très grave. Je peux vraiment aller dessus, cliquer. Et là, avoir le détail vraiment de c'est quoi que ça impacte. La description, l'impact, comment le régler. Donc, autant comment le régler, là, le classique Abra Command Line. Mais si vous êtes plus côté développeur, là, on a toutes les JSON, on a toutes les commandes pour le faire. Et ensuite, vraiment les ressources à même le cloud. Je peux aller driller, avoir des graphiques, les corrélations, quel autre cloud. Donc, vous allez avoir vraiment la liste des comptes, des ressources, un lien, si je clique, qui va me ramener avec côté plus visuel, le graphique que je peux manipuler, puis avoir vraiment le détail. Donc, le but, c'est vraiment de simplifier, de réduire justement le concept de domaine specific knowledge. Là. Je ne suis pas un avocat, je suis vraiment quelqu'un de technique. Là, j'ai mon credential qui n'a pas été mis, mais il m'aurait ramené à AWS avec les bonnes ressources directement. Donc, je suis vraiment quelqu'un de technique. Je ne veux pas me taper des centaines de pages de documents. C'est ce qu'on essaie de faire de notre côté niveau compliance. Donc, tu as ton score, puis tu l'as overtime. Beaucoup de gamers, je pense, qui sont en TI, moi-même, là, qui aiment ça. C'est le fun, c'est motivant quand tu vois ton score monter. Il y a une espèce de petite compétition interne. C'est beaucoup plus motivant que d'arriver devant des avocats, d'arriver devant une équipe sécurité avec des rapports PowerPoint. Là, c'est très visuel, c'est très tactile. Je peux cliquer. Puis tout est disponible par REST, GraphQL. Fait que les gens souvent l'intègrent dans le pipeline CI/CD pour voir le score là, dans le pipeline directement. C'est une super bonne question d'ailleurs. D'autres questions? Je vais en profiter pour vous montrer peut-être un autre truc. On parlait tantôt d'Offensive Security Engine. C'est le même concept. On vous arrive avec tous les enjeux. C'est par exemple un CVE ici. Ce que tout le monde va dire, côté sécurité, côté DevOps, c'est encore un faux positif, entre guillemets. Encore de quoi qui a été flagué, mais j'ai pas la mauvaise configuration. Ça prend une combinaison de 4 trucs pour vraiment être vulnérable. Fait que là, vous passez un paquet de temps à
grosso modo, faire des checkbox puis dire non, celui-là, je suis pas impacté. Oui, celui-là, je suis impacté. Nous, ce qu'on vous permet de faire, c'est carrément d'arriver et de la tester. Donc, vous allez avoir la description, l'impact, et vous allez avoir vraiment la preuve. Quelle est la commande qu'on a lancée, qui est non intrusif. Le but, c'est pas de vraiment lancer une vraie attaque qui vous met down, mais vraiment de vous donner la commande, vous montrer dans le fond comment on l'a testé, puis même d'avoir la screenshot de preuve, entre guillemets. Donc ça, c'est super intéressant côté DevOps, côté sécurité, parce que là, vous l'avez vraiment sur papier, quel est l'impact. C'est très visuel, c'est plus facile d'éduquer qu'un CVI de 3 pages avec un paquet de conditions. Ça, c'est unique dans l'industrie. On est les seuls avec l'engin offensif à même le pipeline CI/CD de façon visuelle, de façon REST. La plupart du temps, ce que c'est fait, c'est au niveau des pentests. Vous engagez une firme externe qui vient après 3 mois puis que vous arrivez avec un rapport de 50 pages papier. Nous, le but, c'est que ce soit visuel, qu'on puisse le manipuler, qu'on puisse le travailler, l'intégrer dans le pipeline. Fait que, à la limite, ce test-là que j'ai fait, c'est le fun de l'avoir dans le résultat de Jenkins, de l'avoir dans mon pipeline CI/CD, là, carrément, comme un unit test. On le fait déjà côté DevOps, right? Il y a eu un crash de système, j'ai testé des performances, j'arrive avec mes résultats, je peux tuner, mais je le vois la même façon. Fait qu'on tombe vraiment avec du compliance as code, security as code, où je peux le tester aussi dans mon CI/CD. Je fais des petits tunings. Est-ce que je suis encore vulnérable? Est-ce que je ne suis pas? Puis d'être capable de l'optimiser comme on fait avec des bugs, comme on fait avec des performances. Faire du A/B testing aussi, même au besoin. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, SentinelOne, je pense qu'on a le plus gros boot. Ici, la seule problématique, c'est que, probablement vous l'avez vu, là, SentinelOne est partout à Montréal, mais partout aussi à l'événement. Donc, notre boot spécifiquement est juste là-bas, je pense que c'est 613. Parce que si vous cherchez SentinelOne, vous allez vous retrouver aux 4 coins. SentinelOne est extrêmement présent au Québec. On a des exécutifs comme Matt, parfaitement bilingue à Montréal. On est sur le catalogue infonuagique aussi du MCN. Donc, je pense que c'est aussi là, plus d'un point de vue local, Montréal, Québec. C'est un gros différenciateur. On peut vous rencontrer sur place. Puis on a énormément de présence locale aussi. Donc, passez nous voir au bout. Ça va nous faire plaisir de faire une démo live, d'aller plus faire un deep dive dans le fond sur vos besoins, vos use cases. Merci.